Bonjour Bonjour tout le Olivier. monde. Bonjour Sophia. Bonjour. Alors je vais présenter mon écran et je pense que ça va marcher. Parfait. On est bien. Nickel. Ok. D'abord, je vais commencer par remercier French Earnings pour avoir mis cet événement en place, qui est un très bon événement et qui est vraiment nécessaire avec les spécificités du marché américain. Ma présentation va durer 15 minutes à peu près. Je démarre un timer et ça va aller assez vite, donc restez accrochés. On va parler de technologie. Donc c'est pas toujours le sujet le plus intéressant ou le plus excitant, je voudrais dire. C'est très intéressant, mais pas toujours le plus excitant. Je vais essayer de le rendre assez simple et de partir vraiment sur un côté graphique assez rapidement. Je parle français avec des mots américains. Excuse my French. Ça fait 15 ans que je suis aux États-Unis et parfois on mélange les deux langues. Ok, l'agenda. On va parler d'abord des minimums requis pour vendre ses produits aux États-Unis. Ensuite, on va voir les spécificités de l'écosystème américain et comment ça marche pour vendre. Après, un peu comme Sébastien l'a déjà montré, on va prendre les différentes avenues, mais en prenant le côté un peu plus EDI et piping derrière de comment on fait marcher tout ça de façon technologique. On aura un schéma qui va apparaître avec comment c'est fait habituellement. Et on va de ce schéma partir sur les différents problèmes qui se présentent parce que tout le monde grossit un peu de la même façon. Et ensuite, on va voir comment automatiser tout ça, ce qui est vraiment le but du jeu pour vraiment arriver à grossir et pas être impacté sur ces opérations pour pouvoir faire ses ventes, ce qui serait triste quand même. Le minimum requis. Alors, Sébastien a dit qu'il fallait un moyen de paiement. Moi, j'ai commencé par il faut un système d'email. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment le choix, c'est Office 365 ou Google Workspace. Reprenez le même système que vous avez en France, si c'est un de ces deux-là, et vous posez pas de questions. Voilà. Ensuite, pour le site internet, il y a pas mal de choix différents. On a la question assez souvent de quelle plateforme il faut utiliser. Elles sont toutes, je pourrais vous donner les spécificités, on peut en reparler, il y a plein d'articles qui présentent, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Sachez que PrestaShop est vraiment le système français, pas trop connu aux États-Unis, donc souvent les gens viennent et veulent installer PrestaShop, ça march bien, mais c'est vraiment un système plus français qu'américain. Shopify a le gros du marché, et Magento c'est plutôt pour des gens qui ont déjà des reins assez solides et qui prennent une boîte qui connaît bien Magento. Il faut vraiment, c'est un système compliqué, il faut vraiment bien le maîtriser. Et ensuite, il faut avoir des stocks. Deux façons de le faire, ou alors utiliser un third party logistique qui s'appelle 3PL aux US, c'est-à-dire on met son stock, comme Sébastien l'avait expliqué aussi, dans une warehouse qui fait tout le fulfillment pour la compagnie, ou alors on fait sa propre warehouse. Les deux systèmes sont valides avec des plus et des moins en fonction de ce qu'on utilise. L'écosystème américain au niveau des logiciels, qu'est-ce qui est utilisé sur les US pour faire sa comptabilité? Alors, à un certain niveau, et on va dire jusqu'à 50 millions de dollars, je vais peut-être un peu haut, je vais dire jusqu'à 20-30, mais le principal logiciel d'accounting aux US est QuickBooks. Je crois qu'on est à 89% des business qui l'utilisent. En ce moment, il faut pas partir sur d'autres choses. Il y a deux versions, QuickBooks, il y a beaucoup de versions, mais il y a vraiment une version online, toute simple, et une version installée serveur ou desktop, qui a un peu plus de fonctions, et encore aujourd'hui avec plusieurs flavors pro, enterprise. Vous pourrez trouver celle qui vous convient bien en fonction de ce que vous avez comme requirement. CRM, important. On voit des boîtes françaises qui viennent en utilisant le logiciel français qu'ils ont utilisé parce que la région leur a donné gratuite, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités de faire du tracking, de faire des choses puissantes dans des CRM. Prenez un logiciel de choix. Salesforce ou HubSpot sont des choix sûrs et qui marcheront pour du long terme. Ensuite, en fonction de ce que vous utilisez aussi, au headquarter en France, vous pouvez faire votre accounting directement dans votre ERP.
On voit souvent du 7JM qui arrive de X3, 7X3 qui était un rachat d'une boîte française. Donc il y a beaucoup de compagnies qui sont sur Sedge. On voit du Cegid aussi beaucoup sur les US. Je parle des boîtes françaises hein, sur Cegid. Et après NetSuite, Oracle, SAP, les classiques. Ok. Les différentes avenues de vente. On a des trading partners. Donc on va définir un peu les termes là. Les trading partners sont les gros retailers, Walmart, Target. On a parlé, Bernard parlait tout à l'heure de Williams-Sonoma en disant que c'est son premier trading partner qui l'a aidé à vraiment grossir. Beaucoup de luxury retail vont chez Williams-Sonoma, qui sont assez faciles à accepter de faire de l'EDI. Comment ça marche avec les trading partners? Vous allez toquer à la porte, vous allez voir Walmart, Target, ils vont vous dire est-ce que vous pouvez vous setup en EDI? Vous leur répondez oui parce que ça peut se faire assez facilement. Et voilà. Et ensuite vous installez le système et vous commencez à mettre les produits sur leur site et c'est parti. Des boutiques. Avec ce qui s'est passé la dernière an et demi, il y a eu un crash des boutiques, mais c'est en train de repartir. On a des ouvertures de boutiques avec pas mal de grandes marques en ce moment. Website B2B et B2C, souvent séparés en deux. Amazon, qui devient de plus en plus important pour la majorité des gens qui vendent sur les US, et les systèmes call center où juste attraper les orders par des gens qui appellent. Voilà. Ça, c'est un peu pour mettre le décor en place. Et maintenant, on va commencer à le mettre de façon graphique. Donc, on met nos trading partners, nos boutiques, notre e-commerce, notre Amazon, les manual orders. Ça veut dire que vous allez avoir tout, mais c'est les grandes avenues pour aller vendre ces produits aux US. Et maintenant, on va aller rajouter nos logiciels. Donc voilà, on a différentes avenues on a envie de vendre. On a notre stock chez le 3PL, on a un CRM qui nous permet d'aller voir, d'aller chercher des prospects, travailler, d'aller chercher les prochains. Maintenant, on a notre système d'accounting. Comment, et on a aussi ou pas, en fonction de votre setup, un headquarter en France avec des rapprovisionnements. Souvent, on a du design en France, de la production en France ou dans d'autres pays comme la Chine souvent. Et donc, il faut réapprovisionner les produits au fur et à mesure. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose qui se construit avec le temps et qui se construit comme ça. Des petites intégrations qui ont été faites entre la warehouse et les trading partners, le e-commerce et la warehouse, l'accounting, un peu dans tous les sens, et pas très organisé, et construit au fil du temps par différentes entités. Donc on se retrouve avec un peu box qui font du travail. Je vais pas citer des noms, hein, j'ai tellement d'exemples, mais je vais pas citer de noms. Un grand groupe français qui avait ses orders qui passaient par l'Espagne pour être traités dans des fichiers dans des fichiers Excel pour être réimportés dans la compta aux US. Parfois on mâche sur la tête avec la façon dont ces schémas sont construits, mais comme ils sont construits au fur et à mesure du temps, ils sont pas souvent remis en question parce que personne n'a envie vraiment de rentrer dans ce piping et d'aller rechanger ce qui a déjà été fait. Voyons ce que ça pose comme problème. Le problème, c'est qu'on a des databases à chaque endroit. C'est-à-dire que les trading partners, il y a des databases à l'intérieur. Les boutiques, on va se retrouver avec un système de POS qui marche avec sa propre database, qui peut être intégré dans un ERP, mais c'est pas forcément le cas. Un CRM avec sa database. Donc voilà, vous le voyez sur le schéma, il y a des databases un peu partout qui se parlent pas, ou qui se parlent de façon très limitée, ce qui vient créer différents problèmes. Et qu'est-ce qu'on voit comme problème? Donc le process manuel des commandes, si on reprend au niveau des manual entry, ça va marcher un temps. On peut faire du process manual, on peut rajouter des gens, mais il faut savoir que dès qu'on fait quelque chose de manuel, ça va rajouter du temps. Et le consommateur final aujourd'hui n'aime pas les délais. Et puis surtout, c'est prône aux erreurs.
tout ce qui est fait manuellement est une source d'erreur. Et une fois qu'on a commencé à faire des erreurs, qu'on doit venir retravailler pour rechanger ces erreurs, ça devient une horreur, surtout quand on commence à avoir plus 50, 100, 200 orders, mais qu'on arrive à 1000 orders parce qu'on est sur le marché américain et ça peut s'envoler d'un jour à l'autre. Des écarts d'inventaire. On se retrouve avec un 3PL qui a l'information du stock, mais un lien entre le 3PL et l'accounting souvent qui est assez faible. Et on se retrouve avec un stock accounting différent du stock qui est dans la warehouse. Ce que ça veut dire que quand on doit refaire du réapprovisionnement, on ne sait pas forcément sur quel chiffre se fier. Quand on a du stock chez Amazon, on a du stock dans les boutiques. Quand on veut rassembler tout ça, ça pose des problèmes. On se retrouve avec des employés qui devraient avoir une information facile et qui se retrouvent à faire des spreadsheets et des VLOOKUP pour réussir. Excusez-moi, j'ai un call en même temps, je vais mettre en Do Not Disturb. Donc voilà, on se retrouve avec des schémas qui deviennent compliqués, et je suis de retour avec vous. Des écarts d'inventaire, voilà. Des difficultés de trouver son inventaire, c'est quand même assez triste en 2021 d'avoir des problèmes pour savoir où est son inventaire. Reorder issue, on vient de l'aborder. À quel moment doit-on faire des reorders et combien? Il y a moyen de mettre de l'intelligence de ce côté-là en fonction des ventes, en fonction de ce qui se passe, et ça peut être automatisé. On peut venir refaire les orders vers la France en automatique, ou vers la Chine, ou juste avec des PO automatiques en schedulant. Problème de KPIs, avec des issues, de réussir à avoir pour le management des chiffres valides, sans avoir à recalculer et à refaire ces calculs toutes les semaines ou tous les mois de la même façon. Une petite plug pour Andrew qui va passer derrière, ça crée des problèmes de sales tax aussi, parce qu'on se retrouve avec des systèmes différents qui parlent pas. On va avoir un site e-commerce qui va aller nous calculer une sales tax qui était définie par la façon dont le site a été fait, qui envoie l'info à la compta pour aller, ou alors c'est rentré manuellement, mais à ce moment-là, c'est le logiciel de compta qui risque de remettre la taxe. C'est shippé, on se retrouve avec des sales tax différentes, avec avec des problèmes existentiels pour aller recalculer ces sales tax, alors que ça ne devrait pas. Il y a des moyens simples. Andrew vous expliquera comment. Comment automatiser tout ça? Comment faire en sorte qu'on puisse monter en puissance sans venir se poser des problèmes en ayant un contrôle de ce qui se passe? Ce que je recommande, c'est d'avoir un chef d'orchestre au milieu, plutôt que d'avoir des intégrations de différents endroits qui vont être avec différentes boîtes qui ont fait différentes intégrations, qui se retrouvent à pas pouvoir être modifiées ou changées, on va dire presque à la volée, parce qu'on a besoin de réactivité aujourd'hui, on a besoin de systèmes qui sont flexibles et avec des changements rapides. Voilà, donc et on est une boîte d'IT, le net, à la base. Moi j'ai commencé la boîte il y a à peu près 15 ans, et voilà, depuis 5 ans, parce qu'on n'avait pas trouvé sur le marché un logiciel qui faisait bien, on a développé Ideally, qui permet de faire ce chef d'orchestre, qui vient attraper tous les orders et les formater de la même façon pour les donner au 3PL, pour les donner à l'accounting, pour synchroniser avec le CRM et refaire les orders. Donc voilà, on processe aujourd'hui près de 100 millions de dollars par an dans Ideally. Donc c'est non négligeable, et ça permet de vraiment ne pas avoir une fois qu'on a tout automatisé, on peut prendre les gens qui sont aujourd'hui en train de faire du process manuel, en train et les repositionner sur des positions d'aller chercher le marché, d'aller faire des ventes, d'aller ouvrir des nouvelles avenues si elles ne sont pas là. Et voilà. Merci. J'ai tenu en 14 minutes. Je suis assez fier de moi. C'est parfait. Merci beaucoup Olivier, c'était très intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations et on a vraiment un bon overview.
On a eu un peu de franglais, c'est vrai, mais, mais on aime bien. C'est bien avec le Un grand personnage. merci. Un grand merci, j'en profite pour remercier Olivier. Olivier, c'est Le Net, et Le Net, c'est un de nos sponsors pour cet événement. Donc, un grand merci à Le Net, sans qui tout ça ne serait pas Bonne possible. chance, Andrew, et on se retrouve aux tables Vendredi. rondes. Et je donne le micro à Andrew de Masset Consulting Group. Merci Sophia, bonjour tout le monde et merci de cet accueil. Bon, nous voilà un an plus tard à refaire une présentation avec French Morning. Un an, c'était plus sur des sujets de Payroll Protection Program avec la pandémie Covid. Je suis content de pouvoir présenter quelque chose qui soit un peu plus excitant et dynamique que de savoir comment sauver les meubles, qui était le sujet des conférences de l'an dernier. Donc, je vais passer à ma présentation rapidement. Voilà, share screen. Et voilà. Donc, Sophia, dis-moi si vous ne voyez pas mon écran. C'est parfait, c'est bon. Ok, parfait. Donc, en fait, le titre, comme vous le voyez, c'est e-commerce aux États-Unis, et de savoir quels seront les impacts sales tax si vous en aurez. Je dirais que au-delà du e-commerce, la sales tax, c'est vraiment tout commerce, toute vente qui sont taxables, même non taxables, sont sujettes aux réglementations e-commerce. Alors, cette taxe n'est pas compliquée en soi, mais le sujet reste assez complexe. Donc, je vais présenter, hop, je vois que mes slides ne passent. Est-ce que mes slides passent? Parce que j'ai l'impression qu'elles ne passent pas. Alors là, pour le moment, on est toujours sur le premier. Et voilà, donc j'ai un petit souci technique. Je vais devoir relancer, excusez-moi. Bon, je vais... Pas de souci. Je vais devoir faire une petite manip. Pas de problème. Merci. Les aléas du direct. Et ça arrive comme ça. Ouais, Ok, arrive. donc ça, c'est bon, les planches passent. Ok, Quand je donc coupe là, le partage d'écran, je vais réessayer. Et si ça ne passe pas, peut-être que Julien pourra passer les planches à ma place. oui. Donc je fais un deuxième essai. Et on va faire ceci. Donc, nous en étions ici. La présentation. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, l'agenda en 15 minutes, maintenant 12 minutes. Je vais tenter de vous donner un vernis sur le sujet. On va aborder d'abord le contexte réglementaire. On va aussi se poser la question de savoir si vous êtes concerné par la sales tax. Et en dernier lieu, on va aborder les aspects pratiques des déclarations de sales tax qui va recouper un peu ce qu'Olivier disait sur les aspects multicanal, omnicanal, comment aligner la pratique sales tax avec votre stratégie digitale. Voilà, c'est bon. Donc avant de commencer, j'aime bien, pour souligner la complexité, j'aime bien montrer cette planche pour vous situer un peu dans le contexte américain. On est sur un pays sur le plan économique, mais comme vous le voyez, on est sur 50 États différents, donc 50 juridictions différentes, chaque État ayant sa propre fiscalité, donc 51 administrations fiscales en tout, si on compte le fisc américain. Tout confondu, ça représente plus de 12 000 déclarations fiscales. Chaque État, chaque comté, chaque municipalité se réserve le droit d'une fiscalité propre et unique à son territoire. C'est pas compliqué, mais comme je dis, c'est complexe. Donc, parlons du contexte un peu réglementaire. Vous voyez en bas une photo d'un ticket de caisse. Vous voyez cette petite taxe qui vient se greffer sur vos achats. Si vous êtes venu aux États-Unis, si vous avez fait des achats aux États-Unis, vous l'avez remarqué. En effet, aux États-Unis, toutes les ventes sont faites, tous les prix sont affichés hors taxe. Un sac à main à $2 000 à New York, lui, coûtera $2 177,50 suite à un taux de sales tax de 8,875%. À qui ces taxes sont-elles dues? Qu'est-ce que la sales tax d'abord? La sales tax, donc, c'est une taxe qui est appliquée sur la vente au consommateur final. Il n'y a pas de TVA aux États-Unis, il n'y a pas d'intermédiaire. La taxe, elle est levée vraiment sur la vente au consommateur final. Donc, quand on est dans un cadre B2B, par exemple, il n'y a pas de sales tax. On est exempté de collecter, de reverser cette sales tax et de demander des crédits, etc. En fait, la sales tax se limite vraiment à la vente au consommateur final.
cette taxe, elle est due à la municipalité et l'État où la vente est réalisée. Et c'est ensuite l'État qui recouvre la sales tax pour son compte, ainsi que pour compte des municipalités qui dépendent de lui. Et à noter, bien sûr, il n'y a pas de sales tax au niveau fédéral. Juste ça, c'est important à noter. Chaque État et chaque municipalité détermine à son tour quels produits et quels services sont taxables, ainsi que les taux à pratiquer. Ces taxes fluctuent aux États-Unis, selon l'État, en principe entre 5 et 10%. Par exemple, à New York City, je viens de le citer, mais le taux est de 8,875. C'est une compilation d'une taxe de l'État de New York de 4%, plus une taxe de la ville de 4,7%, plus 0,175, qui correspond à une taxe de la Metropolitan Tax Authority, donc les transports en public. À Miami, le taux est de 7%, Miami Beach, bien sûr. Et sur 12 000 juridictions différentes, il y a bien sûr un tas d'exceptions. À New York City encore, je reviens sur le sujet. Tous les vêtements qu'on peut acheter qui coûtent moins de $110 ne sont pas assujettis à la sales tax. Dès lors qu'un article vestimentaire dépasse $110, elle est sujette à la sales tax. En Illinois, l'alimentation n'est pas assujettie à la sales tax. Les produits le sont à 7%. Les compléments alimentaires tombent dans une catégorie intermédiaire taxée à 1%. Donc voilà, tout un tas d'exceptions. Et je pourrais vous en raconter des volumes, mais je vais m'arrêter là. Pour la collecte de la sales tax, chaque commerçant faisant des ventes taxables se trouve dans l'obligation d'appliquer la sales tax sur toute facture concernée et se transforme en percepteur pour le compte de l'État. Alors, bien que possible, à noter, il est rare aux US de voir des prix proposés en TTC. On les voit toujours en hors taxe, parce que selon si on achète un bien dans un État, une juridiction ou une autre, même d'une ville à l'autre, le montant changera. Donc, pour l'entreprise, il est plus facile de faire un suivi des ventes hors taxe et ensuite d'ajouter la sales tax dans un deuxième temps. Êtes-vous concerné? Eh oui, si vous avez présence physique, si vous avez Nexus, vous devez collecter la sales tax. Si vous faites des ventes et que vous avez Nexus, vous devez collecter la sales tax. Il y a deux types de Nexus. Il y a Nexus physique et économique. Alors le physique, c'est relativement classique. Comme le nom indique, ça correspond à présence d'effectifs, y compris bénévoles. Des inventaires, est-ce que vous avez des inventaires dans un état ou un autre? Est-ce que vous avez des bureaux? Est-ce que vous avez des boutiques? Dès lors que vous avez un établissement stable, un Nexus physique, vous êtes obligé de collecter la sales tax sur toute vente faite dans cette juridiction. Quand on parle de vente, bien sûr, on parle de la vente, la juridiction de la vente dépend de là où le transfert de biens est effectué. Donc, si vous n'êtes pas dans un cadre e-commerce où vous n'avez qu'une boutique, forcément, toutes vos ventes se feront dans la juridiction de la boutique. Vous êtes en mono-sales tax, monotaux de sales tax, c'est-à-dire le taux de la boutique, là où il y a eu un échange de marchandises. En revanche, en e-commerce, c'est là où la sales tax se complexifie. C'est la juridiction de là où le produit est livré. Dans 99,9% des cas, il y a des exceptions, bien sûr, à la règle, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'est a priori là où vous livrez le produit qui déterminera le taux de sales tax appliqué. Et le taux de sales tax en termes larges, on parle de code postal, c'est ce qui déterminera le taux appliqué, mais il y a des villes où sur un même code postal, on peut avoir des taux de sales tax qui diffèrent d'un côté de la rue ou de l'autre. Donc c'est assez complexe. Ajoutez à cela la notion de nexus économique. Qu'est-ce que le nexus économique? Alors le physique, c'est là où vous avez un emplacement physique, bien sûr, inventaire, employés, boutique, etc. Depuis 2018, il y a eu un jugement au niveau fédéral qui dit que, au vu du fait que tous les États se faisaient léser de non-collecte de sales tax dans des ventes par e-commerce, le jugement fédéral a décrété que si on dépasse certains seuils de vente dans un État où nous n'avons pas Nexus physique,
on peut tout de même dépasser un seuil de nexus économique. En général, ces seuils sont 200 transactions sur une année révolue ou 100 000 $ de chiffre d'affaires. Certains États, c'est 500 000 $. Certains États, c'est une combinaison de nombre de transactions et de chiffre d'affaires. Chaque État a ses propres règles. Mais une fois que ces règles sont défendues en fait au niveau fédéral, c'est-à-dire chaque État a le droit de poursuivre une personne en justice, même si cette personne n'est pas une personne morale, bien sûr, si cette personne morale n'est pas dans la juridiction de l'État. Donc, le nexus économique, c'est un déclenchement qui date de 2 ans, qui a vraiment complexifié le tissu sales tax des États-Unis. Avant de collecter et déclarer la sales tax, il faut s'inscrire auprès des administrations fiscales des États concernés. Ceci vous donnera le droit de collecter la sales tax dans un premier temps et ensuite de la déclarer, de la reverser aux échéances préconisées. Et les sales tax sont dues sur base annuelle, trimestrielle ou mensuelle. Ceci dépend principalement du montant des ventes faites sur une période définie par l'État. C'est bien l'État qui détermine votre échéancier, et ceci selon votre historique déclaratif. Donc, il y a vraiment une forte traçabilité des informations à prendre en considération lorsqu'on fait des sales tax. On opère sur 50 États différents et on doit garder la trace de tout ce qu'on fait dans chacun des États, voir si on n'est pas, oui ou non, assujetti à la sales tax. Et c'est important de faire le suivi parce que les risques d'infraction, en fait, de ne pas reverser la sales tax collectée en temps et en heure est considéré comme un détournement de fonds de l'État. Et ça relève du pénal. Et oui, du pénal. Chaque État se réserve le droit de saisir les actifs de la personne morale ou physique en infraction jusqu'à ce que la situation soit régularisée. Et la protection en général, c'est un gel du ou des comptes en banque de cette personne. Toute personne ayant signature sur les comptes d'une société concernée est sujette à poursuite pénale aussi. Donc, faire très attention, ça peut aller très 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 loin. Donc, sur les aspects pratiques, comme la première question le montre, are all sales created equal? Pour faire un petit renvoi au père fondateur, are all men created equal? Ben oui, que vous vendiez e-commerce, B2B, Amazon, Marketplace, peu importe, toutes ces ventes doivent être reportées dans vos déclarations de sales tax, car on y déclare à la fois taxable et non taxable sales. Il est impossible de déclarer ces flux séparément. Il n'y a qu'une seule déclaration qui peut être soumise par période et par État. Qui plus est, les ventes taxables aussi bien que les ventes non taxables peuvent déclencher un nexus économique. Vous pouvez même être dans l'obligation de collecter la sales tax sur le premier dollar retail vendu dans un État où vous n'avez pas de présence physique si vous avez dépassé les seuils de nexus économique par votre activité B2B. Donc, c'est un suivi holistic, comme on dit en anglais, complète, d'où la notion d'avoir éventuellement une centralisation de toutes ces ventes. Ça se recoupera un peu avec ce qu'Olivier disait, entre le multicanal, omnicanal, comment est-ce qu'on le gère. Parce que la compilation de cette information est en montant total des ventes ainsi que le nombre de transactions effectuées sur une période de revue. On parle bien de transactions et non pas d'articles vendus, même si ce sont les articles qui sont assujettis à la sales tax. Donc, idéalement, on va vouloir prendre une approche omnicanale. Je crois que c'était la conclusion d'Olivier, où il faut centraliser un maximum d'informations via un module Edili. Et ça reste vraiment la meilleure des solutions. Mais le suivi des sales tax aux US sont quand même très informatisés. De ce fait, d'un point de vue purement sales tax, il existe quand même aujourd'hui des solutions pour convertir vos stratégies multicanales en omnicanal, même si c'est en aval de vos ventes. Même si vous êtes en multicanal d'un point de vue supply chain, logistique, vous pouvez, après le fait, convertir votre activité en omnicanal
C'est un peu plus complexe, ça demande plus de travail pour les experts comptables comme nous. Mais ça peut se faire, c'est pas idéal, mais ça reste une possibilité. Euh, quelques prestataires de services qui proposent des outils informatiques très poussés, parce que vraiment, quand on rentre dans le domaine du e-commerce, on essaie de s'appuyer sur des spécialistes. On pense à Valara directement, on pense TaxJar, qui est le partenaire, ou enfin plutôt la structure d'Amazon. Thomson Reuters a également une solution. Il y a TaxCloud, il y a Davo. Il y a un tas de systèmes qui existent aujourd'hui pour répondre à vos besoins de consolider un peu l'ensemble de vos ventes et de calculer les taux de sales tax en temps réel au fur et à mesure que vous faites des ventes sur vos sites e-commerce. Donc, voilà un petit vernis sur l'aspect sales tax. J'espère que ça vous a apporté quelques éléments. C'était un peu dense et c'est vrai que les chiffres font peur quand on voit 12 000 juridictions fiscales, quand on voit que la sales tax, ça relève du pénal. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est globalement qu'aujourd'hui, ce sont des systèmes qui se mettent en place. Avalara a perfectionné son outil de suivi il y a que 6 mois. Donc, avant cela, il y avait les outils de conversion des ventes en omnicanal n'étaient pas super pratiques. Mais aujourd'hui, ça s'améliore et ça va dans le sens du progrès. Les administrations fiscales en sont conscientes. Il y a un peu de marge de manœuvre à l'heure actuelle, mais rapidement, on voit que d'ici à horizon 2-3 ans, ils vont vraiment serrer la vis sur les opérations. Il faudra vraiment avoir une approche digitale qui se marie bien avec votre approche fiscale. Donc voilà pour la partie fiscale. Je vais arrêter la présentation et j'ai repassé la parole à Sophia. Merci Andrew, très intéressant. Merci pour ta présentation. Et c'est vrai que là, encore une fois, je vous invite à noter vos petites questions. Je pense qu'on aura peut-être des petites questions pendant les tables rondes, des termes qui sont parfois peut-être un peu techniques. Je pense au Nexus, etc. Il y aura certainement des questions là-dessus. Donc, la prochaine partie de notre événement, c'est ces fameuses tables rondes pendant lesquelles vous allez pouvoir aller rendre visite à tous les speakers, tous les experts, leur poser vos questions, échanger aussi. N'hésitez pas à échanger avec les autres inscrits, les autres entrepreneurs qui sont ici avec vous. Alors, ça va durer 45 minutes. On a 3 tables rondes, donc l'idée, c'est de passer 15 minutes sur chaque table ronde. On vous enverra un petit message au bout de 15 minutes pour vous inviter à changer. Dans quelques minutes, vous allez basculer sur un lobby où vous allez pouvoir choisir la table. Donc voilà, ça commence comme ça et ensuite, toutes les 15 minutes, on change. Donc voilà pour le déroulé, mais juste avant, un petit message de notre sponsor. Voilà, merci à tous. Et maintenant, le lancement des tables rondes dans quelques secondes. Vous n'avez rien à faire, ça va vous rediriger automatiquement sur le lobby. Voilà. N'hésitez pas à choisir la table ronde qui vous intéresse le plus, mais dans tous les cas, vous pouvez passer dans sur tous les groupes avec un changement au bout de 15 minutes. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de noter vos petites questions si vous avez des questions qui vous viennent en tête et tout sera prêt pour cette rencontre. Vous allez rencontrer les experts et l'équipe French Morning et toutes les personnes qui sont avec vous ici, qui nous parlent et qui nous écoutent aujourd'hui.
Donc, n'hésitez pas à échanger entre vous. Sans oublier qu'après la table ronde, on aura une session quand même dédiée au networking, pour rappel. Rapidement, le programme de demain. Donc demain, on aura 2 sessions. Une session à 9 a.m., donc à 9 heures du matin, heure new-yorkaise, c'est-à-dire 15 heures en France, qui sera dédiée au M&A, Merge and Acquisition, avec notamment Michael Fribourg du groupe Chargeur, PDG du groupe Chargeur. Et à midi, heure de New York, 18 heures en France, une session sur les pièges du rêve américain, comment les identifier, comment les éviter, avec notamment Mathieu Chabran, cofondateur de Tikeo Capital. Sur ce, nous allons maintenant passer au networking. Donc, explication rapide, on va avoir des sessions, ce qu'on appelle des rounds de 5 minutes. Vous allez être matché automatiquement avec une personne de l'audience, un expert, etc. Les sessions durent 5 minutes, vous n'avez rien à faire. Au bout de 5 minutes, ça se change automatiquement, vous êtes matché avec une autre personne. Vous avez la possibilité de laisser vos coordonnées à la personne avant de changer. Voilà. Donc, vous vous laissez guider tout simplement. Vous aurez juste à cliquer sur Join the Party dans quelques minutes. On va faire une dizaine de rounds. On reviendra ici sur la salle principale à la fin pour se dire au revoir et se dire à demain. Donc, je vous dis à bientôt.